Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50 et voici les titres du journal. À la une ce soir, le Cameroun fait face à une affaire d'inceste impliquant l'artiste Saint Désir Atango. Des vidéos où il avoue des relations intimes avec ses propres filles ont provoqué l'indignation et l'intervention judiciaire. Malgré le consentement évoqué par l'artiste, des voix s'élèvent et appellent en chœur à la tolérance zéro face à la gravité de ces actes. Le ministre des Transports a émis un communiqué le 26 mai 2025 instaurant le port obligatoire d'un badge d'identification pour l'ensemble des transporteurs urbains, périurbains et ruraux. Cette mesure intervient alors que l'insécurité croissante à Douala pousse les usagers des transports en commun à une prudence accrue. De nombreux passagers expriment un sentiment d'insécurité à bord de taxis sans identification visible. Le port autonome de Douala s'engage résolument dans une nouvelle phase de son évolution. La signature d'une convention ouvre la voie à l'aménagement d'une zone logistique de 25 hectares sur la Darse à Bois. Ce projet, dont l'investissement s'élève à 50,4 milliards de francs CFA, est appelé à fluidifier les flux portuaires. Voilà pour les titres. Une affaire d'inceste secoue l'opinion publique depuis plusieurs jours, impliquant l'artiste Saint Désir Atango. Il est fortement soupçonné d'entretenir des relations intimes avec ses propres filles. Le principal incriminé a reconnu la naissance d'un enfant issu de ses actes dans une vidéo qu'il a lui-même diffusée. Les faits se sont déroulés au village Akak 1 où la population, initialement refoulée face à l'évidence, exprime désormais son indignation. Joël Diom 3, Luc Vander, reportage. C'est derrière les murs de cette maison située à Akak 1, dans la banlieue de Yaoundé, que l'abominable inceste entre l'artiste Saint Désir Atango et ses filles se consommait à la table de l'immoralité, à l'abri des regards rendus sur le terrain ce 30 mai. En apparence, la concession s'est vidée de ses occupants. Face à notre caméra, les populations riveraines nous tournent le dos. Fort heureusement, pas toutes. Certains disent avoir observé une surprotection suspecte. Depuis l'explosion du scandale, le sujet ici est une source de honte. C'est des choses à ne pas entendre. Elles ont grandi ici devant nous. Quand tu t'approchais un peu vers ces filles, allez, tu étais prêt à recevoir même le coup de machette. Il protégeait tellement ses filles. Tu ne pouvais pas saluer sa fille n'importe comment. Les langues se délient, quoique difficilement, par peur de représailles. Les incriminés sont des enfants du village. Hors de leur maison fleurie, l'affiche à la complicité intime attirait tous les regards. Selon de nombreux témoignages recueillis ici sur place à Akak, l'artiste Saint Désir Atango et ses filles ont été vues à de nombreuses reprises passant du temps sur ce site, une ancienne carrière ayant fait place à un lac à de l'eau verte, amplifiant au passage les interrogations. Ils ont le lac vert là-bas en bas, ils descendent à deux, ils marchent à deux. Nous on s'est dit que c'est la complicité père-fille. C'est une autorité traditionnelle à la mine déconfite que nous rencontrons ce jour. L'acte incestueux commis sur son territoire a jeté l'opprobre sur cette localité devenue tristement célèbre. Les populations sont très déçues, toute la communauté villageoise. Et cette pratique, on ne connaît pas ça au Cameroun. Mais quand lui prend ça à la légère, comme si c'était quelque chose qu'on peut balayer du revers de la main, alors que c'est très dangereux pour la communauté. Mercredi dernier, des éléments de la gendarmerie ont interpellé Saint Désir Atango à son domicile d'Akak. Dans une vidéo qu'il a lui-même tournée et rendue publique, il reconnaît avoir eu des relations intimes avec ses filles. Toujours selon lui, cette relation incestueuse a produit un enfant. Cet acte immoral est condamné sans équivoque par la société, la loi et même la tradition. Et cette affaire d'inceste suscite l'incompréhension générale.
Alors que l'artiste brandit le consentement de ses filles, un avocat et un traditionnaliste rencontrés ce vendredi se sont prononcés pour une tolérance zéro face à cet acte. Joël Young 3, une fois de plus, c'est Lingvanda. Privé de liberté depuis mercredi dernier, après une dénonciation de son ex-épouse pour relations incestueuses avec ses filles, Saint-Désir Atango confirme à l'aide d'une vidéo. Des agents de la gendarmerie qui m'ont interpellé, me demandant de les suivre. L'indignation face aux révélations est totale. Par voie téléphonique, nous contactons l'anthropologue et traditionnaliste Bingono Bingono, dont la sentence est sans appel à la lumière des us et coutumes bantous. Il est strictement interdit. Cela est prohibé qu'il y ait des rapports sexuels entre père et fille, entre mère et fils, entre frères et sœurs, entre grands-parents et petits-enfants. C'est un principe sacro-saint partout en négroculture. Le législateur aussi n'est pas allé de main morte. Au terme des dispositions de l'article 361 du Code pénal, l'inceste est reprimé parce qu'étant une relation commise entre des personnes telles que les ascendants et les descendants et les frères et sœurs. Le législateur camerounais allait même plus loin pour punir au terme de l'article 362 les relations entre des parents sur des mineurs. Pour les sommes, ça va toujours d'un quantum que le législateur prévoit. C'est prévu entre 100 000, 1 million et ainsi de suite. Et les peines de prison sont de 1 an à 3 ans. L'anthropologue et traditionnaliste va plus loin dans son analyse. Pour un père et une fille qui copulent, le rite de purification est inopérant. Les rites de purification, on les pratique parce que l'acte a été commis involontairement. Quand il est commis volontairement, je dis, les représailles sont plutôt dures. C'est l'ostracisme, c'est l'exil social, c'est l'exil communautaire. Selon l'opinion, l'acte suffisamment grave mérite d'être traité comme tel, à la hauteur de son immoralité. Mais l'expertise clinicienne devrait définir si ces contrevenants à l'ordre social jouissent de toutes leurs facultés morales. Également dans l'actualité, un communiqué dans un communiqué du 26 mai 2025, le ministre des Transports a rendu obligatoire le port d'un badge d'identification pour les transports urbains, périurbains et ruraux. Cette mesure visant à assainir un secteur confronté à une insécurité grandissante est diversement accueillie par les acteurs concernés dans la ville de Douala. Junior Ossin et Henri Tina. Badge d'identification des conducteurs urbains, périurbains et ruraux obligatoire dès le 2 juin 2025 au Cameroun. Stopper sans tassis là, vous allez trouver 40 qui ont la capacité T. Pour dire alors que s'il n'y a pas de capacité T, on ne peut pas parler du badge. Cependant, la décision du ministre des Transports pour assainir ce secteur est bien accueillie par les taximens de la ville de Douala, même si la date limite est trop juste. C'est très bon initiative, c'est bien pour éviter, parce que dans le taxi, il y a souvent les gens qui ont un taxi, il y a les voleurs. C'est très normal. Il faut automatiquement qu'on ait des badges pour faire la différence entre ceux qui font des clandos et consorts. Je pense que ça identifierait tous les taximans, surtout ceux qui veulent travailler dans la norme. On n'était pas informés. Ici, les deux c'est proche. C'est proche. Mais eux, on devait nous dire depuis. En effet, le syndicat national des travailleurs professionnels des transports routiers du Cameroun dénonce un manque de sensibilisation sur le port obligatoire d'un badge d'identification. La ville de Douala n'est pas sensibilisée. Comment le chauffeur lambda, qui n'est pas informé que le badge qui était suspendu, aujourd'hui on relance ça et que dès lundi on doit les arrêter. Dites-moi, c'est vous les hommes des médias, s'il y a eu un plateau télévisé ou des radios que vous avez parlé de ça qu'un syndicat, société ou soit une autorité a sollicité pour sensibiliser la masse laborieuse, non. Par ailleurs, le syndicat tiendra une réunion ce 31 mai 2025 à Douala pour apporter des propositions au ministre des Transports.
À Douala, l'insécurité croissante incite un nombre accru d'habitants à la prudence dans les transports en commun. Une part grandissante de passagers exprime un sentiment d'insécurité à bord de taxis dépourvus de badges et d'identification visible. Alors que le gouvernement a récemment annoncé des mesures visant à encadrer cette situation, plusieurs usagers saluent cette initiative, formulant le vœu d'une application rapide sur le terrain. Titi Freeman, Stéphane Binac. À Douala, nombreux sont les habitants qui affirment ne plus se sentir en sécurité à bord des taxis, sans badge d'identification. En cause, la recrudescence des agressions dans les transports en commun. Nous vivons de l'insécurité totale. Même le policier qui est censé contrôler ces choses ne contrôle plus. Celui qui n'a pas de badge accroché dans son véhicule, naturellement est suspect. Dans certaines heures, parfois on est coincé. Quand il n'a même pas de badge, on est obligé de l'emprunter, mais on l'oblige quand même à se présenter, à s'identifier auprès de ses usagers. Les récentes directives du ministère des Transports qui imposent un badge obligatoire à tous les chauffeurs professionnels sont accueillies avec soulagement par les usagers. Et nous les usagers, nous sommes donc appelés à ne plus emprunter des taxis sans badge. Dès qu'il n'y a pas de badge, on ne l'emprunte pas. On doit avoir le badge affiché. Ça va même renforcer la sécurité des citoyens, des usagers et même des conducteurs. En attendant leur application effective, certains développent leur propre stratégie de protection. Noter les plaques, prévenir leurs proches, analyser l'allure des autres passagers à bord. Les regards là jouent beaucoup. Tu juges quelqu'un un peu incertain là, tu te méfies de lui. Première des choses que je dois d'abord mettre en tête, c'est les numéros de portière. Après les numéros de portière, c'est les plaques d'immatriculation. Parce que bon, parfois il y a des taxis, généralement dehors, ils portent 2 plaques. Pour l'heure, tous espèrent une mise en œuvre rigoureuse de cette mesure de sécurité afin que la confiance puisse enfin revenir dans les taxis à travers le pays. L'esplanade de la division régionale de la police judiciaire du littoral à Douala a servi de cadre à la présentation de 7 individus impliqués dans un récent braquage munis de poignards et d'une arme à feu. Ces suspects auraient dérobé d'importantes sommes d'argent dans une résidence privée de ressortissants chinois située à Bonandian. Fatima Ndale et Stéphane Binac. Des équipements militaires, 4 téléphones portables, poignards et armes à feu. C'est le matériel utilisé par ces prisonniers. Et toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. On poursuit ce journal avec l'absence de toilettes sanitaires dans les bars de Douala où leur entretien défaillant représente un problème de salubrité publique. Cette situation expose les consommateurs à des conditions inconfortables et à des risques sanitaires. Les usagers appellent à une intervention pour assainir ces lieux. Un reportage signé Cyril Kwakam et Thierry Nanar. Un jus pour Aminatou et pour Claude, une bière. Dans ce bar à Douala, au lieu de dire une jonjo à Bonapriso, le consommateur ne désemplisse pas, bien que l'état des toilettes soit fortement critiqué. Il y a la présence des toilettes, mais alors, ce qu'on peut déplorer, c'est que les toilettes ne sont pas dans de très bonnes conditions. Par endroits, il n'en existe pas. Et quand l'envie de se soulager survient, c'est la nature qui en paye le prix, selon un client. S'il faut aller pisser, il peut pisser dans la rigole ou devant les portes des gens. Si certains consommateurs n'en tiennent pas rigueur, d'autres estiment que les toilettes dans un bar ou dans tout autre espace de détente est primordial. D'abord pour le personnel, ensuite pour la clientèle. Le Cameroun, on se débrouille comme ça. Quand tu parles souvent, l'autre dit si tu ne veux pas boire, tu pars ailleurs. C'est pas obligé, tu bois sur moi. Donc il ne sait pas que c'est normal. Il doit avoir les toilettes, il doit avoir pour les clients aussi. Tu seras à l'aise. Les toilettes dans un bar, c'est comme la salle à manger d'un salon. Donc ils doivent toujours être propres parce que c'est ça qui pousse le consommateur à partir et à revenir. D'après une organisation de défense des droits du consommateur,
3000 bars recensés à Douala et Yaoundé n'auraient pas de toilettes. Une situation qui engendre des problèmes sanitaires depuis l'heure. Il est hors de question que les tenanciers vendent des boissons et ne permettent pas à leurs clients de pouvoir se soulager. Nous interpellons donc les pouvoirs publics à ne plus délivrer des licences d'exploitation sans qu'il y ait l'avis technique des municipalités. Il faudrait respecter la loi sur l'environnement, la loi sur l'urbanisme. Il est hors de question que nos quartiers deviennent des urinoirs ou des odeurs nauséabondes, où la nappe phréatique est donc infestée. Il en va de la santé du consommateur et les pouvoirs publics sont appelés à ne pas être complices. Et on reparle de la présentation de ces 7 individus impliqués dans un récent braquage muni de poignards et d'une arme à feu. Ils auraient dérobé d'importantes sommes d'argent dans une résidence privée de ressortissants chinois à Bonanjo. Fatima Ndale et Stéphane Binac. Des équipements militaires, 4 téléphones portables, poignards et armes à feu. C'est le matériel utilisé par ces présumés braqueurs. 7 au total, qui ont fait perdre le sommeil dans une résidence des Chinois à 2 reprises, à Douala le 14 septembre 2024 et 8 avril 2025, en portant à chaque fois des fortes sommes d'argent. Ils étaient déguisés en arborant des tenues militaires afin de vaincre toute envie d'opposition chez leurs victimes. Les investigations ouvertes par la suite, en corrélation avec le commissariat de sécurité publique du 3e arrondissement de la ville de Douala, ont permis l'interpellation dans les villes de Douala, Yaoundé et Fumban de 7 individus membres de ce gang, dont l'un d'eux est un militaire en service au secteur militaire numéro 2. Celui-ci a été exploité avec l'aide de la Légion de gendarmerie du littoral. Vol aggravé en coaction et complicité, port illégal des tenues militaires et des faux CNI. Avant chaque coup, tout est planifié au cours d'une réunion de concertation. Au deuxième braquage, quelques réunions avant le braquage. On a fait quelques réunions avant le braquage. Donc c'est là où il nous dit ce qui devait se passer. Et il nous a fait comprendre que non, la vie de tout un chacun va changer. Parce que là où on part chez les Chinois, il y a beaucoup d'argent. Mode opératoire, distraire et tenir le vigile en respect. La somme escomptée à emporter chez ces Chinois ce jour-là sera moindre. Quand les Chinois sont entrés, nous sommes montés. La machine est entrée. Nous sommes maintenant montés devant les Chinois. Et c'est là où on a arrivé, les Chinois étaient devant leur porte. On les a séquestrés, on sommes entrés. La somme que le militaire avait dit, elle passait cette somme là-bas. Le militaire a dit qu'il y avait au moins 300 millions. Et quand nous sommes allés, on nous a trouvé 700 000 francs. Parce que quand nous on a trouvé l'argent qui était là-bas, l'argent qu'on a trouvé même, c'est l'argent qu'on a trouvé qui était sur le Chinois. On a pris l'argent, on a pris les 2 téléphones, les 2 iPhones. Au terme de leur exploitation, ils ont été mis à la disposition du commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Douala. Autre chose, le social-démocratique Front mène une introspection dans le département du Bongo. Autrefois influent, le parti ne compte plus qu'un député sur 6 et 2 mairies sur 14. Une récente réunion à Loum a permis au directoire et à la base d'analyser ce recul et d'envisager des stratégies pour inverser cette tendance. Le récit de Titi Freeman sur les images de Luciano Dodonjaco. Reconquérir la base militante, c'est la mission que se donne le Social Democratic Front dans le département du Mungo. Autrefois bastion du parti de la balance, le parti y a laissé du terrain. Seules les municipalités de Loum et de Mambo font encore de la résistance sur les 14 mairies de ce département. Le parti de la balance détient à son actif un député sur les 6 que comptent les 6 conscriptions Mungo Nord et Mungo Sud réunies. L'USDF semble avoir identifié le mal. Il s'agit du découragement. Il faut réactiver la flamme militante et cela passe par l'incitation à s'inscrire. Faites en sorte que tous ceux qui peuvent être inscrits, qu'ils soient inscrits. Et ceux qui sont en déplacement ou qui ont changé de résidence et qui pensent qu'ils seront à Loum en octobre, allez chez Elekam, changez votre bureau de vote. Le directoire du SDF, de passage dans le Mungo, échange avec la base, écoute leurs souhaits et se prononce sur les questions actuelles, à l'instar du mandat impératif. La loi est là, nous devons
aller avec cette loi-là. Vous savez, c'est comme si vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde et au lieu de vous entraîner, vous êtes en train de quereller sur le choix des arbitres ou la règle du jeu. Si le hors-jeu est ce qu'il est aujourd'hui et que ça ne vous arrange pas, mais changez de style de jeu et faites en sorte que ce hors-jeu ne vous attrape pas lors des matchs. Dans le cadre des activités de l'entre-en-sang du SDF, la caravane conduite par Joshua aussi a marqué un arrêt dans le Mungo. En économie, 24 heures après l'élection du Mauritanien Sidi Ould Tah à la présidence de la Banque africaine de développement, le débat est porté sur les défis de cette institution à pouvoir dompter la pauvreté en Afrique. Plus de 60 ans après sa création, elle reste encore sous les béquilles financières des puissances occidentales. Monique Naossi-Fosso et Stéphane Binac. La Banque africaine de développement dont le Mauritanien Sidi Ould Tah prend les rênes a effectué un bénéfice record de 328 milliards de dollars en 2024. Seulement, plus d'un tiers des contributions vient des pays non régionaux comme les États-Unis, le Japon, la France. Ces puissances peuvent-elles permettre à l'Afrique de s'émanciper, de se développer, de sortir de la précarité? J'en doute fort, parce qu'entre les États, c'est des rapports d'intérêt et souvent de force. Les membres non régionaux ne pourront jamais permettre à la Banque africaine de développement d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. La BAD vient donc apparaître à ce moment comme une extension du soft power des pays occidentaux sur l'Afrique. L'une des tâches de ce nouvel exécutif sera de commencer peut-être à réduire, n'est-ce pas, la force de ces pays non africains, notamment les États-Unis, la France, le Japon, le Canada, dans les décisions qui sont prises par l'institution, parce que 40% c'est beaucoup. Et au-delà de cela également, il faut dire que 40% de part dans une banque, c'est 40% des bénéfices. Donc sur les 328 millions de dollars qui ont été réalisés l'année dernière, disons-nous que 138 peuvent potentiellement être sortis du continent. En dehors des taxes douanières revues à la hausse de part et d'autre en Afrique, Donald Trump a annoncé la suspension de la contribution des États-Unis à la BAD. 500 millions de dollars. Actionnaires qui détiennent à environ 6% se retirent et que cela soit vécu comme un choc est pour moi une humiliation collective pour le continent. Ça fait longtemps que nous aurions dû et que nous demander à ces amis et ces pays partenaires qui nous ont accompagnés dans la création de cette institution importante pour l'Afrique de se retirer. Nous avons à la tête de cette institution aujourd'hui quelqu'un qui a fait ses preuves et a fait un bon travail au niveau de la Banque arabe de développement. Il pourrait, rien que par son carnet d'adresses et surtout par sa probité morale et sa personne, nous faire venir des capitaux venant des pays arabes. Les grands contributeurs africains sont le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Maroc. Des réformes structurelles de la BAD sont attendues pour adresser au mieux les problématiques de développement de l'Afrique. Autre titre, le port autonome de Douala franchit une nouvelle étape dans sa transformation. Une convention vient d'être signée pour la création d'une zone logistique de 20 hectares sur la Dars Abwa. Un projet ambitieux à 50,4 milliards de francs CFA qui promet de fluidifier le trafic, renforcer les capacités portuaires et générer des milliers d'emplois. Le compte rendu de Michael Tipkeo et Henri Tina. C'est une étape majeure pour le port autonome de Douala. Le financement du projet de terminal mixte vraquier sur la rive droite est officiellement présenté. Un projet ambitieux porté par l'entreprise Africa Port Development sous la houlette du directeur général du port, Cyrus Ngor. Le coût est estimé à 282 milliards de francs CFA. Le PAD a initié une diversification de ses infrastructures, incluant ce projet d'aménagement d'une zone dédiée au stockage des conteneurs vides, en phase avec les objectifs de normalisation des activités et de modernisation des infrastructures et superstructures fixées par le schéma directeur de développement du port. Le projet d'aménagement d'une zone dédiée au stockage des conteneurs vides se fonde donc sur une exigence de normalisation qui impose une mutation progressive de la plateforme portuaire de Douala vers une démarche de création des zones d'activité spécialisées pour assurer une organisation plus cohérente et efficace des activités logistiques dans le port.
L'aménagement de cette plateforme contribuera donc à coup sûr et de manière significative à l'amélioration des performances opérationnelles du terminal à conteneurs et des armateurs. Sur le terrain, les travaux prévoient la construction en 5 ans de 900 mètres de quai, d'un terminal vraquier de 36 hectares et l'installation d'équipements lourds de manutention. Aujourd'hui, la convention qui a été signée entre le port autonome de Douala et Douala Container Services porte sur la construction d'une plateforme logistique de 25 hectares en charge de la gestion des conteneurs vides et la création d'un pôle sur la plateforme de réparation de conteneurs à moyen terme et à long terme, un pôle de construction des conteneurs sur la plateforme de Douala. Sur le plan social, plusieurs milliers d'emplois directs et indirects seront créés. Un projet structurant, stratégique qui s'inscrit dans la vision d'un port plus moderne, mieux équipé et prêt à relever les défis logistiques de demain. Et le Cameroun, 4e exportateur mondial de cacao avec plus de 292 000 tonnes en 2020 et 2021, mise sur la professionnalisation des organisations des producteurs. Cette stratégie discutée avec les acteurs de la filière vise à renforcer la chaîne de valeur et la compétitivité pour booster la production et maintenir le pays parmi les leaders mondiaux. Karel Mezachachoya et Serge Alain Zebou. Voici la première cuvée des apprenants de la National School of Local Administration, NASLA. Après 2 années de formation, ils sortent nantis de leur diplôme. Le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, préside la sortie officielle des étudiants arrivés en fin de formation à la NASLA. Parmi les 466 apprenants honorés, quelques étudiants membres de la communauté Bororo. L'épouse du chef de la communauté Bororo de la MIFI, Amina Moussa, en fait partie. Je suis extrêmement contente aujourd'hui parce que les 2 ans que j'ai passés ici n'étaient pas faciles. Je dis merci à Dieu. Si on parle de la décentralisation, nous sommes prêtes. Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous Mbororo et j'appelle tous les autres Mbororo de travailler comme nous. Comme elle, d'autres membres de la communauté Bororo ont exprimé leur satisfaction. Pendant 2 ans à la NASLA, ce n'était pas facile parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais NASLA nous toute la discipline, respect des hiérarchies, respect de l'institution. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à servir la nation. Occasion pour les dignitaires musulmans réunis autour des imams des mosquées centrales de Boya et de Bafoussam, du délégué régional des affaires sociales du Sud-Ouest, d'encourager les ressortissants Bororo à promouvoir l'éducation. Et vous avez regardé ce reportage qui parlait plutôt de la première promotion de la National School of Local Administration qui a fait son entrée sur le marché de l'emploi. Et parmi ces nouveaux diplômés, les figures des ressortissants Bororo dont le rôle sera d'être des ambassadeurs de l'éducation au sein de leur communauté. Et reparlons du Cameroun, 4e exportateur mondial de cacao avec plus de 292 000 tonnes en 2020 et 2021 qui mise sur la professionnalisation des organisations des producteurs. Cette stratégie discutée avec les acteurs de la filière vise à renforcer la chaîne des valeurs et la compétitivité pour booster la production et maintenir le pays parmi les leaders mondiaux. Karel Mezachachoya et Serge Alain Zebou. Le Cameroun a enregistré sa meilleure production de cacao sur les 6 dernières campagnes, avec un total de 292 471 tonnes lors de la campagne de 2020-2021. Cela représente une hausse de 35 319 tonnes par rapport à la précédente. Cette performance a permis au pays de se hisser au rang de 4e exportateur mondial de cacao et de 3e sur le continent africain. Pour maintenir cette position et aller au-delà, les pouvoirs publics misent sur la professionnalisation des organisations de producteurs. L'objectif est de les transformer en entreprises prospères, capables de renforcer la capacité et d'améliorer la qualité. Ces acteurs du secteur se sont justement mobilisés ce 29 mai à Yaoundé avec leurs partenaires pour conjuguer leurs efforts à cet effet et développer cette filière porteuse.
qui sont appelées à devenir des entreprises prospères qui contribuent efficacement au développement en milieu rural et du pays tout entier. À titre d'illustration, en 2024, le cacao a rapporté à notre pays environ 1000 milliards de francs CFA de recettes d'exportation. Chers producteurs de cacao, le développement du Cameroun repose désormais, comme par le passé, sur vous. La réussite de cette stratégie sera un véritable coup de pouce pour l'économie camerounaise et pour les communautés rurales qui vivent du cacao. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté effectue une visite de travail dans la région du Sud-Ouest pour évaluer l'avancement du plan de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sa descente sur le terrain lui permet de constater directement l'état des différents sites de projet et d'échanger avec les populations bénéficiaires. Inès Daniel-Ondomala. Le Premier ministre chef du gouvernement salue la résilience des populations des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest Cameroun, secouées par les violences séparatistes. Il y a de l'espoir et le chef de l'État met tout en œuvre pour sortir les populations du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du gouffre. Dixit Joseph Dion Ngouté. I'll be so happy once more to come to my hometown Buea. Thank you very much. Les projets de reconstruction en cours permettront de donner un coup d'accélérateur au développement dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. En présence d'une délégation de ministres, des gouverneurs au Kaliabilay et l'Afrique, les membres du comité de pilotage du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement du Sud-Ouest autour de Paul Tasson ont évalué les travaux sur le terrain. Of course, the needs are huge. The resources are not as much, but the government is doing everything it can to empower this presidential to carry its work. That is why meticulous planning is important. That is the reason why the steering committee met today. Le Premier ministre exprime sa satisfaction à Hombé. Les projets du Government Technical High School d'un montant de 142 millions de francs CFA sont en cours d'exécution. Over 6 government ministers are here, so it's not just any other steering committee meeting. It's a special one, and it's a reflection of the importance of not just giving account, but using this opportunity to sign an MOU between the city of Kumba, the PRD, and Wasson Cameroun. Joseph Dion Ngouté encourage la communauté éducative à l'école islamique de Buea pour les efforts consentis dans la réalisation des projets. La visite du chef du gouvernement se poursuit ce samedi dans le Sud-Ouest par des consultations avec l'élite politique locale. À Genève, le Cameroun a affirmé son leadership et sa vision stratégique lors de la 78e Assemblée mondiale de la santé menée par son ministre de la Santé publique. La délégation a joué un rôle important, marquant des avancées diplomatiques et des résolutions importantes qui dessinent une nouvelle trajectoire pour le pays sur l'échiquier sanitaire international. Arnaud Gueffac. Ici se croisent les grandes stratégies de santé mondiale. La présence camerounaise à la 78e Assemblée mondiale de la santé à Genève a fait sensation. Menée d'une main ferme par le ministre de la Santé publique, la délégation du Cameroun s'est illustrée par son engagement actif, ses propositions audacieuses et sa diplomatie éclairée. La délégation camerounaise a pris activement part aux côtés des autres États aux travaux. Nous rentrons satisfaits parce que nous avons fait valoir nos points de vue, nous avons défendu le point de vue de l'OMS Afro, c'est-à-dire que de tous les pays africains. Et nous pensons que le Cameroun gagne encore en termes de diplomatie sanitaire, gagne de place, gagne de points au niveau international. Ces mots du ministre résument l'esprit de cette édition historique, alors que les nations adoptaient un traité mondial sur les pandémies, le deuxième seulement dans l'histoire de l'OMS.
le Cameroun a su se hisser au cœur des discussions, apportant une voix claire, ferme, tournée vers l'avenir. Ce qu'on a appelé le Pandemic Agreement. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important pour pouvoir relever. Maintenant, toutes les pathologies que nous pouvons avoir sont passées et les pays ont ensemble et de concert avec les partenaires techniques, les partenaires financiers, pris la résolution d'aller vers cette santé mondiale. Un autre fait marquant, la résolution sur l'imagerie médicale portée par le Cameroun. Une avancée inédite saluée par la communauté internationale qui amorce une nouvelle ère pour la médecine diagnostique en Afrique et au Cameroun. Ce qui devrait pouvoir amener notre État sous la supervision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, à pouvoir aller avec cette imagerie dans la plupart de nos formations sanitaires, améliorer le diagnostic, améliorer également par là même la prise en charge et donc les soins. Mais l'action du Cameroun ne s'est pas arrêtée là. L'élévation du pays au poste de 3e vice-président du Conseil exécutif de l'OMS et son entrée dans la commission générale traduisent une montée en puissance diplomatique remarquable. Une consécration pour un travail de fond mené depuis plusieurs années par le ministre de la Santé publique, entre plaidoyer, réforme interne et coopération renforcée. L'objectif est clair, continuer à faire entendre sa voix, celle d'un pays debout, engagé plus que jamais, acteur des grandes décisions sanitaires de demain. Le haut-commissaire du Canada au Cameroun, Lorraine Anderson, a été reçu ce 30 mai à Yaoundé par le ministre des PME, Achille Basiliking III. Ils ont passé en revue la coopération bilatérale dans le secteur des petites et moyennes entreprises, abordant de nouveaux axes de partenariat dévoilés à la presse. Je vous propose d'écouter l'hôte du membre du gouvernement au micro de Karel Mezatia-Choya. Les événements au Canada, par exemple le Forum international Canada-Cameroun qui aura lieu, c'est un exemple de la façon dans laquelle le Canada et le Cameroun peuvent travailler ensemble dans le secteur spécifique où le Canada a les expertises, y compris l'énergie renouvelable et aussi information technique. Ça, c'est juste deux de plusieurs exemples. Et donc, ça, c'est une façon dans laquelle on peut renforcer les relations, mais spécialement concentrer sur le rôle de la femme et l'entrepreneuriat dans cette cas-là. Donc, on espère qu'on va continuer d'augmenter notre relation, portant sur le sujet que je viens de décrire. Les ressortissants de la région de l'Est à Douala se sont réunis ce 30 mai lors d'un événement culturel majeur. Après des années de dissensions internes, les enfants du Soleil Levant ont renoué leurs liens, partageant, échanges, gastronomie et animation. Pendant 2 jours, cette communauté a communié autour de ses valeurs traditionnelles. La présidente de la communauté de l'Est du littoral s'exprime sur les motivations et les objectifs de cette initiative dans cet extrait sélectionné par Titi Freeman. Tous les fils de l'Est de tous les bords dans la ville de Douala, nous avons pensé à nous retrouver pour parler de nos traditions, de nos cultures et puis faire savoir au monde que nous existons, le peuple de l'Est existe et que nous avons aussi notre savoir-faire d'une part, d'autre part, expliquer à nos enfants qui sont nés en ville qu'il y a une culture qui permet de retourner aux sources. Qu'il y a une culture, nous avons notre culture qui est la nôtre et qui nous permet de rester en contact avec nos ancêtres. Comment concilier innovation technologique et conformité réglementaire à l'ère du numérique? C'est la question au cœur du DigiTrust Summit 2025 qui s'est tenu ce 28 mai à Douala. Regardez. Décideurs, chefs d'entreprise, spécialistes du droit et experts en cybersécurité réunis ce 28 mai au cours du DigiTrust Summit 2025 à Douala. Objectif commun, renforcer la sécurité des données. D'innovation accélérée. Le DigiTrust vise à créer un cadre d'échange de partage d'expériences
entre ces différents acteurs de la technologie et de l'innovation de manière à créer un cadre de confiance numérique. Dans un monde où la donnée est désormais considérée comme la nouvelle richesse, sa protection devient un impératif stratégique, d'où l'intérêt de cette première édition de l'événement. La donnée, c'est ce qui nous permet de créer de la richesse. La donnée étant devenue ça aujourd'hui, vous comprenez bien qu'il est important qu'on essaie de voir comment on va l'utiliser pour piloter le business, comment on va l'utiliser pour créer de la richesse. Et donc aujourd'hui, ce séminaire tombe bien, c'est très important qu'en pensant qu'on va créer de la valeur, il faut protéger. Parce que tu peux être en train de construire et derrière quelqu'un qui vient tout détruire. Plusieurs spécialistes du cyberespace ont pris la parole pour aborder les aspects juridiques et pratiques de la sécurité numérique. Le corpus législatif autour de la donnée à caractère personnel en ligne sera la loi de 2024 relative à la protection de la donnée à caractère personnel, les lois sur les communications électroniques, sur le commerce électronique, la cybersécurité et la cybercriminalité. Et tous les textes d'application qui seront pris ou qui ont été pris en application de ces textes. Pour les participants, cette rencontre est bien plus qu'un simple forum. C'est une opportunité de monter en compétences et de veille stratégique. Il est très important pour nous de participer à ce sommet parce que ça nous permet d'être plus en confiance dans des actions que nous mettons déjà en place pour la sécurisation des données de ces clients en fait. Et on a rendu un retour d'expérience qui nous permet à nous, des autres entreprises, de savoir comment on peut aborder ce questionnement au sein de l'entreprise, comment proposer des solutions innovantes à notre genre et la plus-value que ces solutions peuvent apporter à l'entreprise. Et ça a été une expérience très intéressante. Le DigiTrust Summit 2025 est une initiative de la Digital House International. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Le condensé de ce journal, c'est sur notre chaîne Star News. En vous inscrivant au étoile 031 étoile 31 dièse. Ce week-end, vous serez en compagnie de Delphine Foncouteni à la présentation du 20h. Moi, je vous retrouve lundi, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir et bon.